Quand un district sanitaire, par exemple, ne peut pas prendre en charge un patient, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour le prendre en charge, ils font appel au SAMU pour qu'on puisse venir le chercher et pour qu'on le mette dans une structure d'un niveau supérieur, une structure médicale d'un niveau supérieur. Donc voilà, le rôle du SAMU, c'est vraiment cette régulation médicale, c'est aussi d'aller prendre en charge les patients à domicile et de les stabiliser, ensuite de les amener dans la structure, dans le CTE adapté ou dans la réanimation Covid selon l'état du malade. Et donc oui, les médecins urgentistes, on va dire, ont vraiment un rôle important dans la prise en charge des patients Covid. Pourquoi selon vous? Parce qu'on craint tous que cette deuxième vague ne persiste. On a vu le nombre de victimes, c'est assez impressionnant et assez inquiétant. Pourquoi selon vous d'ailleurs la maladie à coronavirus elle a connu un regain dans le pays? Je pense qu'elle connaît un regain dans le pays comme dans plusieurs pays africains. C'est mondial. C'est mondial, hein. Mais on va se mettre sur l'échantillon africain parce que je pense qu'on fait face un peu aux mêmes problématiques. Donc je veux dire qu'en Afrique, globalement, il y a un regain de la maladie à Covid-19. Et moi, je pense qu'on peut énumérer quelques facteurs, des facteurs qui favorisent cette propagation du virus. En dehors du fait que, bien sûr, on a évoqué ça dans le communiqué, et oui, il y a un laisser-aller dans la population, mais bien sûr, ce n'est pas que ça. Il y a aussi, il faut dire, il y a le climat, il y a le facteur climat. On voit bien que depuis que les températures... Des études l'ont montré. Des études l'ont démontré. Des études n'ont pas démontré, mais quand on voit l'évolution du virus en Europe, dans tous les pays froids, tous ces pays où il fait froid, avec des températures très basses, où ils ont eu des cas, énormément de cas, je ne dis pas que le froid est seulement responsable de la propagation. Je dis que c'est un facteur qui peut jouer, comme le facteur les gestes barrières, c'est important. On respectait moins les gestes barrières. Les températures sont plus basses, les gens se mélangent plus. Il y a beaucoup plus de contacts dans la population. Je veux dire, globalement, dans les restrictions, dans les gestes barrières, on les a un peu négligés aussi. Et il faut dire que il y a des patients aussi, peut-être aussi, c'est possible que des patients se soient réinfectés. Parce que les patients, lors de la première vague, les rechutes, c'est possible, mais évidemment, on n'a pas d'études là-dessus. Mais il y a des patients qui ont été malades en mars, avril. On dit que l'immunité contre Covid, ça peut durer 5 à 6 mois. Donc logiquement, c'est possible que des patients qui ont été contaminés par le Covid se réinfectent. Encore. Et la hausse du nombre de décès au Sénégal, comment l'expliquer? C'est simple. Hein. Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire des calculs statistiques. On a beaucoup plus de malades. Le virus se propage beaucoup plus. On a beaucoup plus de malades. Vous voyez les chiffres qu'on donne chaque jour. Vous voyez, tout le monde voit que la tendance, elle a augmenté. Plus il y aura de malades, plus il y aura des cas graves, plus il y aura des décès. Ça, c'est clair. Il faut que les gens se mettent dans la tête. C'est que plus il y aura de patients malades, plus on aura de cas graves. C'est pour ça je vais revenir au communiqué, qu'on communique sur la prévention. Parce qu'en dehors de la prise en charge à l'hôpital... vous en parlez, la prise en charge. Vous ne dites rien là-dessus pour expliquer un peu ce nombre de décès assez important depuis quelques semaines? Ah oui, bien sûr, je veux dire. Donc, en dehors des facteurs... des services de réanimation, par exemple. Les services de réanimation, bien sûr, ils vont être saturés, mais il faut dire que le système de santé était déjà fragile avant le Covid. Ce n'est pas lié au Covid. Le système de santé est déjà fragile. Même si on a énormément investi dans les systèmes de santé, dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, on a beaucoup investi aussi dans le SAMU national, ils ont encore plus d'ambulances, mais le nombre de patients augmente, et de patients Covid. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres patients. Il y a des patients non Covid, il y a des traumatismes, il y a des patients victimes des accidents de la circulation, il y a des palus graves, il y a des pathologies chroniques, il y a des comas diabétiques. Il y a tous ces patients-là. Le peu de place qu'il y a dans ces services-là. Tous ces patients il faut savoir qu'ils mobilisent des ressources humaines. Ces ressources humaines, on va pas les inventer. Même s'ils ont recruté des ressources humaines, ces ressources humaines, à un moment, ils vont s'épuiser. Il ne faut pas oublier que les médecins, beaucoup de médecins travaillent d'arrache-pied depuis la première vague. À un moment, il y a eu une accalmie, c'est vrai, mais ils continuent à prendre en charge les patients, puisqu'il y a d'autres pathologies qui existent en dehors du Covid, des pathologies aussi graves.
Et avec les pathologies, les patients graves du Covid, ça sature le système. Et si on ne veut pas arriver à une phase critique, je dis bien critique, et il ne faut pas qu'on arrive à cette phase critique. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Les patients qui arrivent, qui sont en détresse respiratoire, il n'y a pas de place pour les patients. Il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour tout le monde. On ne veut pas arriver à ce scénario catastrophe. En Colombie, c'est grave, hein. Voilà. Au Nigeria 15 000 aussi. nouveaux cas par jour. Hein, voilà. Au Nigeria, il y a une explosion aussi de cas Covid. Je pense, c'est presque les mêmes raisons, parce que les gens aussi se sont laissés aller, parce qu'il y a beaucoup de fêtes, parce que malgré les restrictions, il faut savoir qu'une ville par exemple comme Abuja et Lagos, malgré les restrictions, les gens ont continué à faire la fête. Ils ont continué à se rencontrer en boîte de nuit, à faire les mariages, à faire toutes ces cérémonies, alors qu'il y avait des restrictions. Et nous, en plus de ça, on le sait, nous on fait la même chose. Je ne pense pas, parce que maintenant il y a le couvre-feu. Normalement, on ne devrait pas faire la même chose parce que maintenant il y a le couvre-feu et il y a des restrictions. Les gens essaient de contourner pour célébrer les mariages, les baptêmes. Mais là, à ce niveau, est-ce que, je veux dire, la responsabilité, elle est individuelle maintenant. C'est la responsabilité du citoyen. Là, à ce niveau, l'État ne peut pas intervenir parce qu'il a mis des restrictions. Il a sorti une loi. Il a mis en place tout un système pour que les gens respectent la loi. Mais si les gens arrivent à contourner ça, ils ne le font pas contre l'État. Ils le font contre eux-mêmes. Dans les cimetières, ces mondes fous qui accompagnent les inhumations. On a tous maintenant des proches qui décèdent. Ce qu'on n'avait pas la première vague, c'est que maintenant, c'est proche. Je veux dire, on a tous le papa d'un ami qui est décédé du Covid. Et ce n'est pas une fois par semaine. Maintenant, on entend quasiment tous les jours. Et, donc justement, pour revenir à ça, il faut vraiment qu'on insiste aussi sur la prévention. Parce que s'il y a trop de malades en même temps, trop de malades graves, au même moment, qui veulent aller dans un CTE ou qui doivent être admis en réa, alors qu'il n'y a pas suffisamment de place, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ce débat autour des mesures administratives, on va parler de couvre-feu. Pour l'instant, et depuis quelques jours, ça ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès qui concentrent l'essentiel des infections dans le pays. Ce débat, ces interrogations sur l'efficacité ou pas d'un couvre-feu. Le couvre-feu a fait ses preuves dans plein de pays dans le monde, en Europe, en Amérique. Le couvre-feu a fait ses preuves. C'est pas la première fois qu'on utilise le couvre-feu pour limiter les interactions entre les personnes. N'oubliez pas que le but, c'est de limiter les interactions entre les personnes. Pour le moment, au Sénégal, on ne peut pas se permettre, je pense que les autorités sanitaires ont réfléchi sur un confinement total. Parce qu'à un moment, vous vous rappelez, je pense que à la première vague, on craignait qu'on confine toute la population sénégalaise. Imaginez le confinement que l'Europe a dû vivre, l'impact économique que ça a pu avoir et l'impact psychologique aussi. Et on a trouvé, on a coupé je pense que les autorités ont coupé la poire en deux en faisant des restrictions. Le couvre-feu, oui, bien sûr, ça marche parce qu'il limite les interactions entre les gens. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à interdire les gens de sortir toute la journée? Je pense que non. Mais si le couvre-feu, les gens aussi ne veulent pas le respecter, je ne sais pas comment on pourra essayer justement de limiter l'interaction entre les gens. Si les gens n'acceptent pas de limiter le nombre de fêtes, le nombre de on va dire des mariages à plus de 100 personnes, si les gens n'acceptent pas de le faire, si les gens continuent à organiser par exemple des funérailles avec souvent des funérailles sont organisées autour d'un patient qui est mort du Covid. Donc quand un patient décède du Covid, ça veut dire que dans la famille, il y a des cas Covid. Les gens le savent. Pourquoi accueillir des gens dans ta maison alors que tu sais que le patient le mort il est décédé du Covid en fait. Et donc c'est là où je dis il faut vraiment que les citoyens soient responsables. Moi je pense que maintenant il en va de la responsabilité. Pourquoi la population elle n'est pas sensible à ça? Mais je pense qu'on ne parle pas souvent de ça. On écrit beaucoup de papiers. Les restrictions, vous voyez bien, c'est sur les documents. Il est interdit de circuler, il est interdit d'organiser des mariages. Mais il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas fait contre eux. C'est pas pour empêcher les gens de se retrouver en famille. C'est pas pour embêter les gens. On le fait parce qu'on veut limiter l'interaction entre les gens. Parce que le virus, il ne circule pas tout seul. C'est les personnes qui le font circuler. Et tant que les personnes continueront à se côtoyer, à se coller, à se mélanger,
à se rencontrer, à se saluer, à s'embrasser, je pense que le virus il a de beaux jours devant nous. C'est quand même impressionnant, parce que on le répète depuis le début, dans le communiqué que votre association, l'association sénégalaise des médecins urgentistes que vous dirigez, a communiqué publié lundi, vous appelez la population à respecter les mesures sanitaires contre le coronavirus. Vous avez fait un rappel, comme vous semblez le faire là maintenant, un rappel des différents gestes barrières qu'il faut nécessairement que chacun respecte. Le même appel lancé depuis plus d'un an. Et plus d'un an, et ça continue dans le monde entier. Je veux dire, ce n'est pas qu'au Sénégal qu'on rappelle les gestes barrières. Le rappel des gestes barrières est fait au niveau de toutes les chaînes de télé, en Europe, en Amérique. En Amérique, ils reprennent une campagne de prévention. Oui, je dis, pourquoi le message, il semble pas passer? Ah, pourquoi il semble pas passer? Parce que les personnes, je pense qu'il faut leur expliquer régulièrement l'impact, en fait, ce serait bien d'expliquer aux gens l'impact du couvre-feu, l'impact du pourquoi on le fait. Ce déni général. Ce déni général. Est-ce que le déni, est-ce qu'il est général? Est-ce qu'on a des chiffres? Moi, je pense que c'est une partie de la population qui ne veut pas croire. Mais il faudrait que les gens soient confrontés, qu'ils voient des reportages peut-être sur les services de santé à la télé. Je pense que c'est une bonne idée de faire des reportages sur les services d'urgence, sur les CTE à la télé, que les médecins expliquent les patients qu'ils ont eus, qui décrivent le type de patients qu'ils ont eu, pour expliquer aux gens que ça existe vraiment. Et puis je pense que si les médecins aujourd'hui, si on a décidé de parler de ça, on s'est dit que peut-être qu'on va amener un peu plus de crédibilité à la maladie, parce que je pense que les patients ou la population n'entend pas beaucoup les médecins parler dans les médias ou dans les journaux. Et peut-être qu'ils n'ont plus confiance aussi. Je veux dire, tout est une question de confiance. Est-ce que la personne qui est en face de moi, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle ne me ment pas? Mais il faudrait juste demander aux gens de leur expliquer qu'on ne dit pas là, on n'est pas en train d'inventer des histoires. On n'est pas en train d'inventer un virus. Ce virus n'a pas été inventé. En tout cas, ce virus est là aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle que soit son origine. Parce qu'on n'a pas, sur l'origine du virus, on n'a pas encore de véritables explications, mais le virus il est là. On fait quoi? C'est ça le problème. Le virus il est là, on fait quoi? On fait comment? Il est en train de se propager. Il est en train de se propager à vive allure. En Europe il se propage, en Afrique il se propage. On a même des mutations du virus. Donc à un moment il faudrait que les gens se posent, lisent, aillent vers l'information aussi. Parce qu'on ne peut pas juste... Mais justement, ces nouveaux variants dont on parle ailleurs, faut-il les craindre en Afrique? Ah oui, bien sûr. Ces variants du virus. Oui, bien sûr. Du variant britannique, entre autres. Le variant britannique, oui, mais le variant britannique a été retrouvé en Gambie. On a parlé de la Gambie, on a parlé du Nigeria, on a parlé aussi de l'Afrique du Sud, il y a un variant sud-africain. Oui, bien sûr, il faut craindre la propagation de ce variant-là en Afrique. Et justement, il faut que les gens se préparent psychologiquement à la venue de ce variant-là, par exemple au Sénégal. Parce que les frontières, de toute façon, même s'il y a des contrôles, même si les patients sont testés avant d'arriver au Sénégal, on ne peut pas se dire que ça ne viendra jamais au Sénégal. On ne va pas attendre que ça vienne pour commencer à respecter les gestes, pour commencer à se dire, bon, maintenant je vais porter un masque, je vais me laver les mains, je vais essayer de garder un peu de distance entre les gens, même si c'est pas très évident de garder toujours la distance. Hein. On est d'accord que la distanciation physique qu'on demande aux gens, c'est clair qu'elle n'est pas évidente, surtout quand on doit prendre les transports publics, quand on doit prendre les voitures, les 7 places pour aller en région. C'est clair que ce n'est pas évident. Mais même si on est dans des transports en commun, on peut au moins porter un masque et peut-être demander au chauffeur du bus, je pense que c'est pas une utopie, le chauffeur du bus peut mettre un gel et demander à chaque patient à chaque client qui monte dans le bus de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Je pense que c'est faisable. Je pense qu'il y a des petites solutions comme ça, que chaque responsable de sa structure, le responsable du bus, le responsable du 7 places, peut mettre en marche. Et en voyant en voyant que les chauffeurs de bus, de taxi, de 7 places prennent conscience qu'il y a la maladie, je pense que même les clients doivent se dire, ah, le gars là, il est sérieux dans son travail, donc il sait que le virus est là, donc oui, faisons attention.
Ne prenons pas le risque de contaminer quelqu'un dans une voiture ou dans un transport, ou bien surtout le respect il y a des choses dont on peut pas parler, mais pour moi ça va de soi. Est-ce qu'on peut tousser sur quelqu'un? Ce n'est pas normal de tousser sur quelqu'un. C'est pas l'épidémie du Covid-19 qui va nous apprendre les bonnes manières, finalement. Parce que c'est des choses qu'on n'est pas censé faire de toute manière, en dehors des épidémies. Tousser sur quelqu'un. On est obligé de dire aux gens, mettez votre main quand vous toussez. Toussez, en fait, mettez votre coude. Toussez dans le coude. Ne toussez pas sur les gens. Lavez vos mains quand vous toussez dedans. Je veux dire, toutes ces recommandations, elles devraient être naturelles. Mais on est obligé de rappeler aux gens. Mais c'est pas grave. On le fait parce que c'est important et qu'il faut bien que les gens comprennent que le fait de se laver les mains tout le temps a réduit forcément d'autres maladies, les maladies des mains sales. On n'en parle pas beaucoup. Et par exemple, en consultation, cet été, moi je sais que j'ai reçu beaucoup moins de maladies, vous savez, transmissibles par les mains. Voilà. C'est clair. Parce que les gens, bien sûr, ils font plus attention. Quand ils arrivent dans une structure, il y a toutes les structures, les banques, les administrations ont mis du gel à l'entrée des administrations. Les gens ont ce réflexe. Il y a des gens qui ont investi dans des fontaines, des lave-mains. Vous imaginez des lave-mains dans la rue, on peut trouver des lavabos à la place d'Indépendance. Donc les gens voient bien que l'État se décarcasse aussi pour que les gens aient accès à certaines choses et comprennent que le lavage des mains, c'est pas anodin, c'est important. Et le port du masque, ça va vous empêcher ça va limiter justement le risque d'attraper le Covid, mais n'oubliez pas les autres maladies. La tuberculose, on n'a pas les chiffres, mais peut-être qu'il y a moins de contamination par la tuberculose. La propagation exponentielle depuis quelques semaines du virus, votre association, au-delà de Dakar et Thiès, qui connaît son couvre-feu, vous avez cité les régions de Saint-Louis, de Kaolack. Vous pensez que là-bas aussi, l'État, le gouvernement, doit voir ça, appliquer les mêmes rigueurs pour stopper, endiguer la propagation? Je pense que l'État et que le ministère de la Santé ont pris leurs décisions sur des critères. Ils ont forcément des critères qu'ils ont utilisés. Et peut-être que les critères-là, quand ces critères surviennent, ils décident justement de mettre le couvre-feu dans la région de Dakar et de Thiès. Je pense que quand Kaolack, Saint-Louis, s'ils atteignent un certain seuil de cas graves et de décès, peut-être qu'à un moment aussi, ils vont demander qu'on mette le couvre-feu dans ces villes. Je pense que c'est réfléchi et que les autorités savent, quand il faudra décider de mettre le couvre-feu dans ces régions, ils prendront la décision qu'il faudra. Tout à l'heure, on a parlé de la prise en charge qui connaît des difficultés, la saturation des services de réanimation, parce qu'au-delà des personnes atteintes de Covid et qui sont des cas graves, il y a d'autres cas graves, d'autres pathologies. Oui. Tout cela, Dr Corinne Tchania, c'est le résultat d'un système de santé, comme on a semblé le dire tout à l'heure au début d'émission, un système de santé quand même 1000 interrogations sur sa fiabilité, sur sa santé. Vous dites 1000 interrogations sur la fiabilité du système de santé? Ouais. Non. Ce n'est pas que le Sénégal, c'est d'ailleurs un débat continental, le système africain. Mais africain, mais il faut dire européen. Européens, américains, tous les systèmes de santé ont craqué. Ce n'est pas propre. Pas que sur le Covid, mais de façon générale. De façon générale, mais bien sûr, parce que tous les services de santé, de réanimation, de Covid, de centres de traitement épidémiologique pour le Covid sont saturés par les malades Covid. Au Sénégal, ce n'est pas propre au Sénégal, ça se passe au Sénégal, ou maintenant au Mali, dans les pays, au Ghana aussi, au Nigeria. Les États africains, on va parler du continent, les États africains, la santé, c'est pas... au-delà de la théorie, dans la réalité, ça ne semble pas une priorité pour les dirigeants, non? Je pense que ça peut être une priorité c'est une priorité, la santé est une priorité. Je pense que pour tous les gouvernements, c'est une priorité. Mais le problème, c'est est-ce qu'on investit suffisamment d'argent? On pourra faire tout un débat là-dessus. Je ne sais pas du tout combien. Je sais que par exemple, pour le système du Sénégal, on a investi beaucoup d'argent dans les services, dans les hôpitaux. Justement, on a investi plus d'argent, on a recruté beaucoup plus de médecins, un peu plus d'infirmiers. Mais c'est clair que ça ne suffit pas. Et au fur et à mesure, avec le temps, je pense que les gens s'amélioreront sur ça. Il y a des programmes
il y a des programmes économiques sanitaires qui ont été écrits, il y a des médecins qui ont écrit justement sur des services de santé, il y a énormément de programmes et on a écrit, comment dire, beaucoup de recommandations sur comment améliorer le système de santé. Ça existe déjà. Donc moi je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour améliorer ce système. Après, les moyens ne sont pas là, mais les moyens, c'est l'Afrique. Hein. On n'a pas beaucoup de moyens et on fait, malheureusement, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Il faut qu'on donne bien sûr un peu plus de priorité sur la santé parce qu'une population qui n'est pas en santé, évidemment que c'est un problème pour l'État. Si une population n'est pas en santé, ça pose un problème sur le plan économique. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont on va dire, ils sont en phase d'amélioration dans le système sanitaire et je pense que le ministère de la Santé, avec beaucoup de spécialistes de la santé publique, son travail là-dessus. Je ne désespère pas du tout. Ouais. Les vaccins maintenant, les vaccins anti-Covid-19, les doutes et craintes de certains sur la fiabilité, sur les possibles ou supposés effets secondaires. Alors, je vais, avant de répondre à ta question, je vais te donner une liste de ce qu'on entend, hein, parce que comme ça, alors on a entendu que les vaccins avaient donné des effets secondaires, que ça rendait malade. Il y a des gens qui disent ce n'est pas. On peut avoir des effets secondaires dans tous les vaccins, même le vaccin contre la typhoïde, on peut avoir un peu de fièvre. Vaccin contre la fièvre jaune, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de maux de tête. Et ça passe. De dire que que le vaccin, il y a des gens qui disent que le vaccin n'est pas efficace, mais en tout cas le vaccin Moderna, le vaccin à ARN messager dont on parle beaucoup en ce moment, fabriqué par Pfizer, ils ont fait de nombreuses études là-dessus. Ce n'est pas un vaccin qui est sur le marché du jour au lendemain. Hein. Ils ont eu des échantillons, ils ont testé sur 30 000 personnes avant de mettre le vaccin sur le marché, plus de 30 000 personnes. Donc ce n'est pas, les gens ne se sont pas levés un jour pour sortir le vaccin. Ça a été très étudié et le taux d'efficacité de ce vaccin apparemment est de 94%. C'est très bien. Et je pense que Pfizer et BioNTech on dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Pfizer a fabriqué d'autres vaccins. Hein. Je veux dire, au Sénégal, on vaccine, les patients se vaccinent. Je veux dire, les enfants se vaccinent. Il y a un programme élargi de vaccination. Les parents amènent leurs enfants au programme élargi de vaccination. Pourquoi aujourd'hui... on ne se pose pas de questions sur, on ne se pose pas de la questions fiabilité, sur l'efficacité. Exactement. Donc, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être une tendance aussi Ceux qui sont contre mondiale. évoquent souvent le délai de fabrication de ces vaccins-là. Par définition, ça prend des années. Mais pour le Covid, en moins de 9 mois, on en a fait. Ils en ont fait, mais ils ont les techniques. Ils ont les techniques pour. En plus, l'ARN messager, c'est quelque chose sur lequel ils travaillaient depuis 10 ans. Et c'est la première fois que les gens utilisent cette technique-là. C'est une prouesse pour la science. Et je pense que c'est des choses à applaudir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de patients qui ont été vaccinés. Aux États-Unis, ils sont à un taux de... Je pense qu'ils ont vacciné 10 millions de personnes. Combien de décès ont été annoncés? Très peu de décès. Ce week-end, la France a atteint le million de vaccinés. Le million de vaccinés, voilà. Et voilà, on a au-delà de l'échantillon des 30 000 qu'il y avait avant que le vaccin soit mis sur le marché, maintenant on a un échantillon mondial. En France, ils vaccinent. Aux États-Unis, ils vaccinent. Il y a d'autres pays qui ont commencé à vacciner, l'Israël, et qui utilisent ce vaccin-là. Donc, pourquoi autant de craintes? Je pense qu'on devrait vraiment... essayer peut-être d'aller un peu vers l'information et peut-être aussi que les spécialistes en infectiologie du Sénégal et de la vaccinologie devraient aussi peut-être se manifester aussi un peu plus pour rassurer la population. Moi, personnellement, je me vaccinerai. Voilà. Quand le vaccin va arriver, je me vaccinerai. Parce que le personnel médical, je suppose qu'il sera prioritaire, les personnes vulnérables, les personnes de plus de 65 ans. Les personnes vulnérables, les jeunes qui sont vulnérables, parce qu'il y a des jeunes qui ont des pathologies chroniques, qui souffrent d'obésité, d'hypertension, de diabète. Je pense que toutes ces personnes seront vaccinées si ce vaccin est choisi au Sénégal, parce que je n'ai pas d'informations sur le vaccin
qu'on va choisir pour le Sénégal. On attend de voir ce que le Sénégal va choisir. Oui, on attend de voir. Ce qui le les Sénégal autorités, et beaucoup d'autres pays africains qui sont à l'écoute de l'initiative COVAX de l'OMS. Tout à fait. On tout attend. en cherchant d'autres solutions également, des solutions parallèles. Voilà. On va parler de la France sur le doute sur les vaccins. 9 personnes qui étaient décédées après avoir reçu le vaccin. En France oui, ça a été établi que ce sont des personnes âgées et qui avaient d'autres pathologies et donc rien à voir avec le vaccin. En Norvège, 30 morts, 30 personnes qui ont reçu le vaccin qui sont décédées après. Il n'a pas été établi un lien entre ces décès et le vaccin. La stratégie sénégalaise, on en parle alors, stratégie nationale de vaccination. D'abord, les médecins urgentistes, ils ont leur place dans cette stratégie. Êtes-vous impliqué? Pas forcément. Oui, non, je vais vous dire, honnêtement, l'association, par exemple, des médecins urgentistes n'a pas été associée dans cette stratégie vaccinale. Mais ce n'est même pas un problème. Nous, tout ce qu'on attend, c'est que quand ils vont décider, avec le programme COVAX, là, décider quel vaccin sera disponible au Sénégal, quand ils nous annonceront l'arrivée du vaccin et quand ils vont nous établir les stratégies vaccinales, nous, on suivra. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Les stratégies vaccinales, le but c'est de vacciner le maximum de personnes. Je pense que tous les pays africains ont le même objectif. Maintenant, les stratégies, elles peuvent être différentes suivant les pays, mais on n'a pas d'idée. Moi, j'ai pas du tout d'idée sur les stratégies vaccinales du Sénégal. À toutes ces réticences, il va falloir encore parler, il va falloir communiquer, convaincre. Convaincre les gens sur la vaccination. Oui, je pense qu'il faudra aussi convaincre sur la vaccination. Mais c'est pour ça que, je veux dire, il faut allier les deux. Les gestes barrières, la vaccination. Parce que même quand on sera vacciné, il faudra continuer à respecter les gestes barrières. Et c'est ça le message qu'il faut que les gens comprennent très bien. C'est que c'est pas parce qu'on sera vacciné qu'il faudra arrêter de respecter les gestes barrières. Voilà. Il faudra continuer à respecter les gestes barrières avec le vaccin. On ne sait pas quand est-ce que le vaccin va arriver, mais on ne peut pas non plus compter sur le vaccin pour que tout s'arrête, pour que ce virus disparaisse. Donc il faut se dire, bon, on va continuer à... Voilà, je n'aime pas trop cette expression, mais continuer à vivre avec le virus, parce que c'est vrai que chacun l'interprète comme il veut. Vivre avec le virus, ça ne veut pas dire non plus, il est là, on vit, on met pas de masque, on se lave les mains, et on verra la nature va faire quelque chose. Ce n'est pas du tout ça. Vivre avec le virus, c'est être responsable. C'est-à-dire, oui, je respecte les gestes barrières. Si avec le temps, le vaccin vient, je me vaccine, mais je continue à respecter les gestes barrières jusqu'à ce que le virus disparaisse pour de bon. 2021 a été très éprouvante. 2020. 2020. Parce que on est déjà en 2020. La question c'est 2021 justement, malgré l'arrivée probable du vaccin, c'est encore une année qui va être difficile. Oui. Vous, les spécialistes, les médecins et autres personnels de santé, ce ne sera pas non plus une année de tout repos. Non, ce ne sera pas une année de tout repos et c'est vrai qu'il faut se mettre dans la tête qu'il faut se préparer à une année difficile, mais tout en restant positive. C'est ça qui est difficile. Il faut rester, il faut qu'on essaye de relativiser les choses. En fait, pour le personnel de santé, c'est difficile, mais pour les citoyens, pour la population, c'est difficile aussi. Parce qu'on demande à des gens de vivre avec des restrictions. Pour combien de temps? On ne sait pas. Il faut avoir une sacrée résilience. Et il faut avoir une sacrée résilience économique, il faut avoir une sacrée résilience dans les hôpitaux, il faut avoir une personnalité forte, il faut être psychologiquement stable. Ce n'est pas évident parce que dans tout ça, dans toute cette pandémie-là, beaucoup de patients vont avoir des problèmes, développent des problèmes psychiatriques. Ça, on en parle en Europe, mais évidemment qu'en Afrique aussi, il y en a, et il y en aura un peu plus. Vous êtes médecin, on parle genre, les femmes et la médecine. Quelle est la tendance La tendance où? La tendance... Est-ce qu'il y a plus de femmes médecins au Sénégal? C'est là la question. Il y en a combien Alors, globalement, pour les femmes médecins, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'il y en a autant. Parce que de toute façon, à l'université, dans les facultés de médecine, on voit toujours autant de femmes que d'hommes. Mais est-ce que tout le monde va jusqu'à la fin? Ce n'est pas sûr, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes médecins. Maintenant, c'est des spécialités. Les femmes urgentistes, il y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus. Au début, on était la première promotion. Moi, on était 3. Sur 3, et puis il y avait
15 hommes, parce que la toute première promotion, on n'était pas nombreux comme médecins, on était 3 femmes, la première promotion. Et puis au fur et à mesure, il y a des femmes qui s'intéressent à la spécialité, médecine d'urgence, et ça fait plaisir, parce que là, bien sûr, le regard de la femme est toujours un peu différent dans la prise en charge des patients. Je dis pas qu'on est mieux, hein, ça c'est... Je peux pas me dire ce que j'ai pas dit, mais il y a toujours un regard différent. Dans la médecine d'urgence, il faut énormément d'empathie avec le patient. Pour les patients qui arrivent aux urgences, je pense qu'ils ont besoin d'abord d'être rassurés, que ce soit dans le cas Covid ou en dehors du Covid, pour les autres pathologies. Le patient qui arrive aux urgences, c'est parce qu'il a un besoin. L'urgence, elle peut être psychiatrique, hein, il faut pas oublier que c'est pas que... ça peut être la douleur, ça peut être des gens qui ont mal, juste mal à la tête ou mal au ventre, et la prise en charge, elle doit être, on va dire, elle est multidisciplinaire, et donc c'est pour ça que je dis la médecine d'urgence est une médecine polyvalente, parce que nous on prend en charge toutes les pathologies on va dire de toutes les spécialités, les urgences cardiovasculaires, les urgences neurologiques, les urgences obstétricales, les urgences pédiatriques parfois. Il n'y a pas que les pédiatres qui prennent en charge. Il y a des régions où il n'y a pas forcément de pédiatre d'urgence, donc le médecin urgentiste est assez polyvalent. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on lui donne un peu plus de... qu'on tienne compte aussi des conditions dans lesquelles il travaille, de la surcharge de travail, et qu'il faudrait pas aussi en plus des patients Covid qui augmentent dans les services d'urgence, en plus de ces patients Covid, il y a d'autres pathologies graves qui font que le système est sous tension. Merci docteur Corinne Kania, présidente de l'association sénégalaise des médecins urgentistes. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Yaya et Abdou à la régie, Amagi au digital. Bonne fin de week-end, à dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury sur RFM. Mi tekan